L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler des playoffs de hockey sur glace qui viennent de débuter, du festival de géopolitique de Grenoble et du rallye des gazelles. Et pour parler de ces sujets, je reçois Jean-Marc Huissou, le directeur du Centre d'études de géopolitique de Grenoble École de Management. Bonjour. À côté de vous, Claire Trignat et Julia Barthélémy. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes deux Grenobloises qui, dans quelques jours, vont participer au rallye des gazelles. C'est dans le désert marocain. On en parlera avec vous à la fin de cette émission. Puis on a deux autres sportifs sur ce plateau, Antonin Manavian et Damien Fleury. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, les habitués des brûleurs de loup vous connaissent. Vous êtes deux joueurs cadres de cette équipe de hockey sur glace. Vous êtes également des joueurs de l'équipe de France depuis de longues saisons. Vous avez une quinzaine de saisons professionnelles d'ailleurs à votre actif, tous les deux, des joueurs expérimentés, plus de 150 sélections chacun, avec les, avec les Bleus. Puisqu'on va parler de géopolitique tout à l'heure et d'Europe. Damien, vous avez joué en Suède, en Suisse, en Allemagne, en Finlande. J'ai bon ? Ouais, et en Chine. Et en Chine. Alors ça, effectivement, c'est assez insolite pour un joueur de hockey d'aller jouer en Chine. Bah ouais, c'est sûr que en plus l'équipe venait de se créer, donc c'était une bonne expérience. Ouais. C'était la seule équipe chinoise à Pékin, c'est ça ? C'était la seule équipe chinoise et d'ailleurs c'est toujours la seule là-bas dans ce championnat russe. Ouais. Antonin, vous avez voyagé aussi le Canada, les États-Unis, l'Autriche, la Croatie et la Hongrie. Exactement, oui. Et évidemment, Grenoble, où vous disputez depuis quelques jours les playoffs. Alors pour ceux qui ne sont pas très aguerris avec ce terme, les playoffs, c'est les phases finales d'un championnat. En gros, vous avez joué 44 matchs pendant 6 mois pour établir une hiérarchie entre les 12 équipes élites françaises. Les 8 premiers sont qualifiés pour ces phases finales, pour ces playoffs. Mais à partir de là, tout repart à zéro. Antonin, on pourrait presque dire que vous avez joué pour du beurre pendant toute cette première phase. Pour du beurre, non, parce qu'après, par rapport au classement, on joue des équipes qui ont fini plus bas dans le tableau, donc c'est toujours important de rester haut dans le classement pour essayer de prendre entre guillemets, la moins bonne équipe. Mais non, je pense que c'est quand même important. Alors vous avez terminé deuxième de cette phase régulière, ce qui vous a donné le droit d'affronter le septième. Le premier joue le huitième, le deuxième le septième, etc. Le septième de cette saison régulière, les filles, vous savez qui c'était ? C'est une colle. Allez, c'était Nice qui a terminé septième. La qualification donc, pour ce premier tour se jouait au meilleur des 7 matchs, c'est-à-dire qu'il faut battre 4 fois l'adversaire pour pouvoir se qualifier. Vous avez plié l'affaire, Damien, en 4 matchs. 4 matchs, c'est ça. Tout grâce à Damien. Non, mais c'est vrai qu'on a bien entamé nos playoffs. Maintenant, on était prêts, on s'est bien préparé pour ce quart de finale et voilà, on a fait des bons matchs et entre guillemets, on a fait ce qu'on avait à faire. 22 buts en 4 matchs, vous avez passé au Niçois, 2 victoires à Grenoble, 2 victoires là-bas à Nice, ça n'a pas traîné. Pourquoi pas faire un seul aller-retour, Antonin ça paraîtrait plus simple, c'est ce qui se fait classiquement dans d'autres championnats ? Dans d'autres sports surtout ? Après, moi, je trouve que la formule, c'est plutôt bien de jouer... c'est ça, la question. De jouer autant de fois le même club ? Ouais, moi, je pense que c'est bien. Ça met un peu de rivalité. Et puis, après, ça a toujours été comme ça. On reproduit un peu le schéma d'outre-Atlantique. Donc, non, c'est plutôt positif. Bon, en tout cas, là, il n'y a pas eu photo. Sur un seul match, des fois, il peut y avoir un petit coup du hasard. Là, ce n'est pas le cas. Vous étiez tous les deux à Grenoble, avec une dizaine d'années de moins, lors du dernier titre décroché par les brûleurs de loups. C'était une année assez incroyable, en 2009. L'équipe avait remporté tous les titres. On revoit ces images avec la Coupe Magnus, brandie par le capitaine de l'époque. Je ne sais pas si vous reconnaissez là dans les... C'est qui, Baptiste Amar ? C'était Baptiste Amar, ouais. Est-ce que vous vous reconnaissez là dans la... derrière. Si, ouais. Dans la foule des BDL. Damien, c'est votre seul titre pour l'instant en championnat de France. Pour l'instant, non, ouais, le seul titre. Et c'est clair que
Que ce soit Antonin ou moi, on est revenu pour justement soulever cette coupe une nouvelle fois. Donc j'espère que ça sera cette année. Ouais. Antonin, lui, a gagné 2 titres avec Grenoble, un avec Rouen. L'an dernier, Grenoble a justement échoué en finale contre Rouen, qui est un peu l'ogre du championnat de ces dernières années. Antonin, vous êtes venu jouer à Grenoble avec le maillot rouennais. On vous voit là sur ces images avec une barbe un petit peu plus fournie. Hein. Ouais, En Normandie, il fait froid, il faut garder ses forces. D'avoir joué comme ça dans les 2 clubs, j'imagine que vous avez envie de retrouver vos anciens coéquipiers en finale. Oui, bien sûr, hein. C'est toujours excitant, on va dire, de jouer contre des amis. Mais bon, sur la glace, il n'y a jamais d'amis, même quand on est... On voit ça. Ouais. Mais non, ça fait bizarre de regarder des images comme ça, d'ailleurs. Ça fait très longtemps. Mais non, j'espère qu'on va, avec l'effectif qu'on a... Moi, je suis arrivé en novembre, on a recruté... le staff a recruté Kyle Hardy et Sacha Trey, qu'on voit sur les photos, qui a joué aussi à Rouen. Ouais. À Rouen. On a une profondeur de banc qui est assez exceptionnelle dans ce championnat-là. Donc, comme l'a dit Damien, on est revenu aussi pour cet objectif-là de gagner la Magnus. Voilà. Il y a une grosse attente cette saison. Je ne sais pas si vous ressentez la pression dans les dernières semaines là, du championnat. Si, on la ressent un petit peu, mais bon voilà, nous on s'est mis en tête de ne pas y penser, même si c'est assez difficile. Mais c'est vrai qu'on a quand même une grosse demi-finale à jouer avant, donc vraiment on essaie de se concentrer sur la demi-finale, et puis après si on arrive à aller en finale, voilà, ça sera objectif de soulever la coupe, mais pour l'instant c'est demi-finale, et voilà, on a que ça en tête. Comment on dit avoir la pression en anglais? Pressure. Pressure. Bon, si je vous demande ça, c'est que je crois qu'il faut être bilingue quand on joue au brûleur de l'eau. Regardez. You play like it's no tomorrow, boys. This is what's playoff about. Don't think too far, second, third period. It's when the puck drops, that's where it starts. You give everything you have to have no regrets. Okay, let's go. Voilà, ça c'est un petit brief du coach Edo Terglav. Il parle toujours en anglais avec l'équipe? Principalement parce qu'on a beaucoup de Canadiens, enfin d'anglophones, même de joueurs de l'Europe, donc on est obligé de s'exprimer en anglais. Ouais. Lui, il est slovène, Edo. Et je crois qu'Antonin, votre fils parle hongrois également, avec les années que vous avez passées là-bas. Ouais, il parle, mais je pense qu'il a oublié maintenant. Ouais, on a vécu 3 ans là-bas, donc oui, il parle un petit peu hongrois. Ouais, c'est vrai qu'à Grenoble, ça se pratique moins que l'anglais. Un petit peu moins, oui. Le hongrois. Damien, le hockey, c'est aussi un des rares sports où même des titulaires indiscutables comme vous vont passer finalement plus de temps sur le banc de touche que sur la glace au cours d'un match. C'est au moins 1/3, 2/3 dans le meilleur des cas. Ouais, c'est ça. Après, entre les attaquants et les défenseurs, c'est encore différent. Un attaquant qui joue beaucoup, il va jouer une vingtaine de minutes, alors qu'un défenseur, il peut aller jusqu'à 27-30. Ça fait déjà des matchs assez difficiles et physiquement. Donc ouais, après on se repose beaucoup. On a des présences sur la glace de 30-40 secondes. Mais au final, c'est le maximum qu'on peut faire, parce qu'après, tu commences à fatiguer sur la glace, à être moins lucide. Et puis c'est là où tu fais des erreurs et tu pénalises ton équipe. Donc voilà, on a des présences assez courtes. C'est stressant d'être sur le banc de touche, de regarder ce qui se passe sans pouvoir agir directement? Stressant pour Damien, ça n'a pas l'air en tout cas. Non, c'est pas stressant, justement, il faut encourager ses coéquipiers. On a juste envie de faire, d'aider au maximum. Donc non, c'est pas stressant. C'était des images de Benoît Lagneux qui s'est immiscé, journaliste du Dauphiné, dans les coulisses des brûleurs de loup ces dernières semaines. Alors là, avant la finale qu'on espère contre Rouen, il y a effectivement une demi-finale qui débute ce vendredi à la patinoire Pôle Sud. Il y aura un deuxième match d'ailleurs toujours à Grenoble samedi soir. Par contre, on ne connaît pas encore votre adversaire à 3 jours de cette échéance. Vas-y, je t'en prie. Non, mais ouais, on va savoir ça ce soir. Ça va être soit Amiens, s'ils gagnent leur match contre Bordeaux, ou soit Gap qui est déjà qualifié. Donc voilà, on va regarder le match et puis on saura ce soir. Vous avez une préférence, Antonin, entre Gap et Amiens? Moi, j'ai dit 2 fois, mais c'est Mais tout à l'heure, on était en antenne. Ouais, c'est vrai. C'est ça le principe. Non, moi je préfère Gap pour juste le voyage, quoi. C'est bien moins long. Ouais, c'est plus rapide. Voilà.
Et surtout quand vous pouvez potentiellement jouer 7 matchs, donc ça fait pas mal d'allers-retours entre les deux patinoires. De toute façon, que ce soit Amiens ou Gap, vous les avez battus 3 fois sur 4, je crois, cette saison, hein, ces deux équipes. Ouais. Maintenant, après, sur une série éliminatoire, c'est toujours différent. Donc, après, l'avantage qu'on peut avoir si on joue à Amiens, c'est qu'eux, ils vont jusqu'au match 7, alors que nous, on a gagné en 4 matchs contre Nice. Donc, peut-être qu'ils vont avoir un peu de fatigue. Mais bon, comme j'ai dit, sur une série éliminatoire, tout peut se passer. Donc voilà, à nous de travailler, de faire en sorte d'être prêts pour vendredi. Alors, on se souvient d'il y a quelques années, je ne vais pas vous porter la poisse, mais Grenoble qui avait largement dominé la phase régulière, qui s'était fait sortir dès le premier tour des playoffs par la moins bonne équipe classée au championnat. Quoi qu'il arrive, vous ne serez pas complètement en vacances à l'issue de ce championnat de France, puisque c'est en général la tournée de l'équipe de France qui suit les playoffs. Vous êtes tous les deux cadres, hein, je dis plus de 150 sélections chacun avec l'équipe de France. Il y aura un match pour préparer les championnats du monde qui aura lieu à Grenoble le 21 avril. Ouais, c'est ça. Et mais l'année dernière, déjà en préparation, on a joué contre le Danemark. 2 fois à Pôle Sud. Ce sont les images qu'on voit. Ouais. D'ailleurs, si on est assez attentif, on va même vous voir normalement dans quelques instants marquer un but, Damien. C'est bien fait. Hein. Antonin peut peut-être le commenter. Alors, attendez. C'est celui-là. On va le revoir au ralenti. Très belle passe de Bouvet au numéro 9, Damien Fleury. Et c'est C'est grave. Bon, l'équipe de France de hockey depuis quelques années a du mal à percer au plus haut niveau mondial. Vous en êtes pas loin, vous flirtez depuis quelques Olympiades avec cette qualification olympique sans jamais y arriver. Alors, vous êtes tous les deux quand même plutôt en fin de carrière. Ça reste un rêve, un objectif. Il y a encore quelques années devant nous. Justement, Je pense que les derniers, là, ce sera les derniers pour nous. les prochains JO, c'est peut-être la dernière chance pour vous de vivre ça. Là, oui. Je pense que oui, on aura 35 et toi 36. Un peu plus. Donc je pense que ouais, ça va être la dernière si on est toujours d'actualité pour le nouveau coach, quoi. Parce qu'on a un nouveau coach maintenant, donc tout est différent un petit peu, tout a changé, c'est plus les mêmes méthodes, donc on doit s'adapter un petit peu aussi. Mais ouais, j'espère c'est un rêve pour moi en tout cas de faire les JO. Ouais. C'est l'objectif, clairement, de Eh bien, participer aux JO. Ouais. on vous le souhaite. Il y a encore quelques années avant la prochaine Olympiade. Il y a cette échéance, donc le 21 avril, à Pôle Sud, face à l'équipe de Lettonie. Ce sera ce match de préparation aux mondiaux. Si vous êtes champion de France, vous jouez la Coupe d'Europe, hein, normalement. Ouais, c'est ça. Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Ouais, celle avec tous les grands clubs. Voilà, c'est ça. Donc, on espère le faire. Ouais. Ça n'a pas été évident par contre, mais bon, on a une carte à jouer. Puis ça vous permettra de revoyager dans des pays que vous avez côtoyés au cours de votre carrière. L'Europe, c'est le thème du festival de géopolitique qui se déroule cette semaine à Grenoble. Jean-Marc Huissou, un festival que vous avez intitulé pour cette 11e édition la désunion européenne. Hein. C'est vrai que la thématique est dans l'actualité. La thématique, elle est complètement dans l'actualité et c'était effectivement un petit peu urgent d'aborder ce sujet-là puisqu'on a le Brexit, on a toute une série de choses qui se passent, notamment sur les questions migratoires, sur la contestation de la politique économique ou de l'euro et les élections qui arrivent. Donc il fallait qu'on apporte un regard là-dessus pour essayer de donner un petit peu d'informations en profondeur sur l'état de l'Union, pour reprendre un terme qui est en général utilisé par le président des États-Unis, mais en l'occurrence, là, qui sera utilisé pour les 28. Peut-être qu'ils seront plus que 27 d'ici quelques temps. Oui, parce que le Brexit, c'est une question de jours maintenant. On ne sait plus trop. Hein. Ouais, c'est une question de jours, mais on ne sait pas combien. Donc, on voit mal quand même les Anglais revenir en arrière maintenant que le processus est pratiquement à son terme. Alors, de toute façon, il y aura une modification profonde de leur statut au sein de l'Union, ça c'est certain. De toute façon, par rapport à la situation antérieure, on a du mal à imaginer ce qu'ils ont à y gagner. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est sortir de l'incertitude, parce que ce qui nuit et aux Britanniques et à l'Union en ce moment, c'est surtout le fait qu'on ne sache pas. Voilà, toutes les issues sont finalement gérables, mais encore faut-il savoir dans quelle direction ça va se produire. Alors, en première ligne, puisqu'on parle de ce Brexit, des négociations, il y a un Français, Michel Barnier, qui était l'un des invités du festival, mais finalement, il a été rattrapé par professionnelles. On a été torpillé par Theresa May, qui a demandé un vote du Parlement aujourd'hui, alors qu'il devait se produire il y a déjà une semaine. Et du coup, Michel Barnier est obligé de rester à Bruxelles pour parler aux ambassadeurs, parce que lui connaîtra effectivement
non seulement le résultat du vote proprement dit, mais aussi tout ce qui sera dit en coulisses entre Britanniques et entre les Britanniques et les Européens à l'issue du vote. Donc ça, c'est la primeur réservée au corps diplomatique. Et évidemment, je comprends tout à fait qu'ils ne puissent pas venir. C'est pas exactement une surprise à partir du moment où il y avait l'événement d'aujourd'hui. C'est juste dommage, effectivement, parce qu'on aurait vraiment beaucoup aimé l'entendre. Même si c'est compliqué pour lui de dire tout ce qu'il sait et tout ce qu'il pense sur la question, bien entendu, tant que l'actualité est chaude, ça reste un diplomate, donc quelqu'un qui doit avoir une certaines parole réserves. mesurée. Voilà. On va dire, on l'inviterait peut-être l'année prochaine, il pourra peut-être un Tout peu à plus fait, facilement révéler les coulisses. On le reverra. Il y aura beaucoup d'autres invités, je crois qu'il y a plus de 130 intervenants au cours de la semaine. Oui, c'est ça, il y a 130 intervenants, il y a 98 événements dans le programme. Il y a des gens qui viennent de tous les horizons, qui viennent aussi de plusieurs pays, puisqu'on aura des Irlandais, des Britanniques, des Allemands, un Hongrois et une Polonaise, si ma mémoire est bonne. Donc on aura vraiment du monde pour essayer de parler de l'Union européenne avec cette idée que le but n'est pas de dire c'est bien, c'est mal, le but c'est de dire où on en est, quelles sont les difficultés, pourquoi on le ressent de telle et telle façon et quels sont les avenirs possibles. Il y aura des eurosceptiques parmi ces intervenants. Alors, Michel Barnier lui incarnait plutôt les supporters de l'Europe, on va dire. Alors, des eurosceptiques, il y a beaucoup de gens critiques sur l'institution européenne ou sur certains aspects des politiques européennes dans le festival. Le festival, c'est pas une tribune politique, donc c'est pas de dire on est pour, on est contre. L'Europe existe aujourd'hui, c'est un objet géopolitique dont il faut comprendre la structure, les évolutions, et ainsi de suite. Alors, il y a donc beaucoup de choses qui seront dites, qui sont très critiques envers l'Union européenne. Il n'y a pas à proprement parler de gens qui sont porteurs d'un projet de Frexit ou ce genre de choses, pour diverses raisons, pas du tout pour des questions de censure, mais simplement qu'il est difficile de trouver des gens qui ont un discours un peu construit sur cette question. C'est souvent une question de ressentiment et de slogans plus qu'autre chose. Et là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas imaginer un Frexit, qu'on ne peut pas imaginer une dissolution de l'Union, on a tout à fait le droit. Mais l'important, c'est de bien savoir ce qu'on risque, ce qu'on décide de faire, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Et ça, c'est le but du festival, par contre. Alors la géopolitique, ça peut faire peur à une partie du public. On se dit ça va être technique, ça va être pointu, c'est pas pour moi. Depuis quelques années, vous l'ouvrez, ce festival, au-delà de ces discussions, de ces conférences, à un public plus large, en justement élargissant la palette des événements et des animations proposées. Alors, on essaie de trouver des formes qui peuvent parler à tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le parcours, quel que soit le niveau de connaissance sur le sujet. Alors, on a toujours essayé d'être pédagogique par rapport à un public intéressé, mais pas forcément spécialiste. Donc on a cette exigence par rapport à nos intervenants de ne pas tenir un discours de chercheurs ou de techniciens incompréhensibles de la plupart des gens. Alors au début, c'était un peu difficile de le faire comprendre. Maintenant, les gens comprennent très bien. Et je pense que le niveau de langage qui est utilisé est tout à fait audible par la majorité des gens. Maintenant, effectivement, on tente d'autres choses. On tente du cinéma depuis longtemps. Et puis maintenant, on commence à s'intéresser effectivement aux chaînes YouTube. Et oui, parce que vous accueillez notamment un YouTuber qui s'appelle Mister Geopolitics, qui est un jeune qui a créé sa chaîne YouTube. On le voit là sur ces images. Il s'appelle Gildas Le Prince dans la vraie vie. En dehors du web. Et il a réussi à collecter plus de 60 000 abonnés uniquement autour de cette thématique. Oui, parce qu'il fait... d'abord, il fait un programme intelligent qui s'adresse à une communauté éducative qui est forcément intéressée par ces questions-là. Et puis, il fait un travail de très bonne qualité, facile à appréhender, un peu amusant mais très sérieux. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Et en plus, il est très habile dans sa façon de faire connaître son travail, qui encore une fois, je le dis, le mérite. C'est vraiment une très très belle chaîne. Il n'est pas le seul à faire des bonnes choses, mais ce qu'il fait, c'est très bien. Il aborde en plus les thématiques, mais avec un angle un peu décalé. Donc on a tout de suite envie de rentrer dans les vidéos. Là, j'ai pris un petit extrait d'une vidéo consacrée au mur. Alors il prend l'exemple évidemment du mur entre les États-Unis et le Mexique. Une partie existe. Est-ce qu'on peut voir dans les années qui vont suivre refleurir des murs? Alors je ne sais pas si le mot refleurir est très bon, mais en Europe, sur notre territoire, c'est une des craintes. La tendance, elle est à ça. D'abord, ils ont commencé à refleurir à la frontière entre la Hongrie et la Slovénie et la Serbie, par exemple.
On peut considérer que la frontière franco-italienne, c'est pas un mur, mais enfin, c'est devenu quand même beaucoup moins pénétrable que ça a pu être il y a quelques années. Je pense que ça risque d'être la tendance, mais le mur, vous savez, c'est surtout un aveu d'impuissance. C'est la solution qu'on prend quand on ne sait plus comment faire pour gérer ce qu'on perçoit d'ailleurs comme un problème. Alors, est-ce que le problème est exactement de la nature qu'on perçoit? Je n'en sais rien, ça c'est une question de débat. Il faut savoir aussi que les murs, ça ne sert en général pas à grand-chose parce que ça incarne la volonté de bloquer, mais surtout ça crée des chemins de contrebande, ça crée des chemins de contournement. Et comme le disent beaucoup de spécialistes sur les murs, notamment américains ou israélo-palestiniens, par exemple, la seule chose que créent les murs, c'est des tunnels. Donc, ça, c'est systématique. Et aux États-Unis, vous parliez de la barrière américano-mexicaine, la partie qui existe, c'est un véritable gruyère. Il y a carrément des routes sous le mur qui ont été construites tout à fait clandestinement. Donc en fait, ça empêche les gens qui essayent de passer hors réseau, hors mafia ou hors organisation plus ou moins honnête sur la question de passer. Mais ceux qu'on veut vraiment bloquer, c'est-à-dire en ce qui concerne les États-Unis, les trafiquants et autres, eux, ils passent, il n'y a pas de souci. Alors Géopolitics, Mister Géopolitics interviendra notamment jeudi et vendredi au cours de 2 conférences. Il y a le programme complet sur le site internet du Festival de Géopolitique. Et puis, on reviendra évidemment sur cet événement au cours de la semaine dans notre JT. Voilà le site qui s'affiche. On va quitter l'Europe pour un autre continent qui a été à l'honneur d'ailleurs il y a 3 ans, je crois, du festival. C'est l'Afrique qui sert aussi de terrain de jeu aux aventuriers européens. Vous allez participer, Julia Eclair, dans 3 jours au rallye des gazelles. C'est un rallye raid 100% féminin qui se déroule au Maroc. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure? À vous regarder comme ça, j'ai pas l'impression que vous êtes 2 adeptes des sports mécaniques. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est pas forcément l'attrait pour le 4x4 ou les sports automobiles, mais c'est l'envie de partager une aventure, de se lancer un défi. Voilà, de sortir un peu de notre zone de confort, toutes les deux. Le rallye des gazelles, c'est 1500 km à parcourir. Hein. 2500. 2500. Bah, ils en ont rajouté 1000 dans en véhicule tout-terrain. Il y a différentes catégories. Ça se passe dans le désert. Je crois qu'il y a 8 jours de course à peu près. Alors, il y a 9 jours de compétition pleine et puis un prologue pour nous, on va dire, nous faire la main en entraînement. Et en tout, 3 semaines d'événements à peu près. Vous êtes en équipage, il y a un copilote et un pilote, ou vous intervenez chacun votre tour? On nous pose pas mal la question. Alors, sur beaucoup d'équipages, a priori, les rôles sont définis assez rapidement avec une pilote et une navigatrice. Nous, on a suivi les 2 formations. Et pour l'instant, on a aimé les 2 casquettes. Donc, je pense qu'on va faire en sorte d'échanger un petit peu les rôles chaque jour. Antonin a l'air d'être... Ouais. Vous n'avez pas peur au volant quand c'est une femme qui conduit? Attention. Vous êtes toutes les 2 collègues de boulot au sein de l'entreprise PhotoWeb qui est basée à Saint-Égrève. PhotoWeb, c'est le numéro 1 français de l'impression photo. On peut faire des mugs avec nos photos, des albums, etc. On voit quelques images de cette société. Ils vous soutiennent dans votre démarche, vos employeurs? Oui, énormément. Puisque c'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a 3 ans chez PhotoM. Puis on s'est très bien entendus. On est devenus amis, on peut le dire. On est devenus amis. Et lorsqu'on a décidé de se lancer dans cette aventure, c'était vraiment une aventure personnelle qu'on avait envie de vivre. Et en fait, on a embarqué PhotoWeb là-dedans. Donc, on leur a présenté le projet. On leur a proposé de nous soutenir financièrement, puisque ça a un coût, hein, une telle aventure. Il y a beaucoup d'équipages qui ont plusieurs sponsors. Et nous, lorsqu'on a proposé le projet à PhotoWeb, ils ont été vraiment emballés. Et du coup, ils ont décidé de nous soutenir à 100%. Ce qui fait que sur votre voiture, je crois qu'on retrouve des photos, forcément. Voilà. Alors ça, c'est quoi, les photos? Alors ça, c'est notre directeur général, Laurent Boisdy, qui est en train de signer le 4x4. C'était vendredi dernier. Bon, ça vous portera peut-être chance. Alors, contrairement à un rallye raid classique, c'est pas une course de vitesse, le rallye des gazelles, mais une course de navigation. L'objectif, c'est de faire la distance la plus courte, hein, c'est ça, sur chaque étape. Mais pour y arriver, il n'y a pas de GPS, c'est, on va dire, un peu à l'ancienne. Tout à fait. En fait, c'est donc un rallye qui est déjà à la base 100% hors piste.
Et en plus de ça, qui n'est pas donc un rallye de vitesse, on doit rallier plusieurs checkpoints dans la journée. Et pour ça, on doit choisir le chemin le plus court pour relier tous ces points, pour faire la distance la plus courte possible. Tout ça à la carte et à la boussole, puisque c'est un rallye sans GPS. Laquelle de vous deux a le plus ce sens de l'orientation? Claire? Julia? Aucune? C'est pas forcément notre... Toutes les deux ou aucune de nous deux. Voilà, c'est pas forcément notre point fort. Mais on s'était plutôt bien débrouillé à notre stage de navigation. Hein, on avait... Est-ce que vous êtes entraîné quand même avant de partir? On a des stages obligatoires, oui, tout à fait. Bon, On ne nous lâche pas dans le désert sans entraînement. C'est préférable. On a quelques photos de vous justement à l'entraînement. Alors pas dans le désert, hein, puisque vous avez fait ce qu'on trouve dans nos régions. Vous aviez déjà conduit des 4x4 avant de vous lancer dans cette expérience? Pas vraiment. C'était la première fois. C'est le vôtre ou on vous le prête? Comment ça se passe? Là, ce sera celui qu'on aura sur l'événement. Oui. Il n'était pas encore habillé. Voilà, il n'était pas cabossé non plus. J'imagine qu'après une semaine de désert, il ne reviendra peut-être pas dans le meilleur état, mais ça fait partie du jeu. On parlait de la pression tout à l'heure pour les brûleurs de loups. Moi, j'ai envie de vous mettre aussi un peu la pression avec ces images. Regardez, je ne sais pas si vous les avez vues, ce qui vous attend normalement pendant cette semaine de rallye. Ça vous fait pas peur? On les a beaucoup vus. Donc on est bien conscient de ce qui nous attend et on a bien la pression, quoi qu'il arrive, de toute façon. Voilà. Bon. C'est ce genre de choses. Je pense que ça se passera bien pour vous. En plus, vous faites ça pour une association. C'est aussi le but de ce rallye, la Maison de Marthe et Marie. Voilà. Tout à fait. La Maison de Marthe et Marie, c'est une association qui... c'est des colocations solidaires pour des jeunes mamans ou des futures mamans isolées ou en difficulté. Donc elles trouvent du coup un foyer, un entourage et un accompagnement pour mener à bien leur grossesse et puis pour se faire accompagner aussi sur la première année de vie du bébé. Donc il y a une colocation entre autres à Lyon avec laquelle on est en contact. Et donc c'est vraiment une association qui nous a touchés, qui méritait vraiment qu'on la mette en avant. On est toutes les deux jeunes mamans, c'est quelque chose qui nous a particulièrement touchés et du coup on les soutient. Et en termes de visibilité, on essaie de parler d'elle au maximum et financièrement, puisqu'on a une cagnotte en ligne ouverte actuellement sur notre page Facebook, les Mamzelles by Photoweb. Et également, on a réalisé une collecte là récemment d'objets pour les enfants. Bon, et si j'ai bien compris, donc c'est les papas qui gardent les enfants pendant que vous allez 15 jours faire les folles avec votre 4x4. Tout à fait. Oui. Eh ben, c'est bien. Ça, c'est le 21e siècle. Bon, c'est super. En tout cas, équipage 201, on vous suivra. Et puis, on peut évidemment aller sur la page Facebook de Mamzelles by Photoweb. C'est ça. Tout est dit. Du 15 au 30 mars, quand vous reviendrez, les brûleurs de loups seront en finale du championnat de France et à quelques matchs de remporter un nouveau titre pour le club. Je vous mets la pression, c'est le mot du jour. Allez, on se retrouve nous demain pour d'autres aventures. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.